Oui, Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette visio organisée par le CROSS. L'objectif de cette visio, c'est échanger, répondre à vos questions sur les problématiques que vous avez. Et effectivement, je l'évoquais tout à l'heure sur les premières personnes qui sont connectées, euh, cette crise sanitaire va impacter tout le monde, le milieu économique, le milieu culturel, le milieu social et le milieu sportif. Et je crois que nous sommes tous très impactés. L'avantage de cette réunion, c'est la richesse de cette réunion, c'est qu'on a à la fois des personnes dirigeants de clubs, des élus de collectivités, des journalistes, des entraîneurs, des arbitres, des salariés de structures, cross, DOS, dans les clubs. Et je crois que cette richesse va nous permettre de bien échanger ce soir. Avant de donner la parole à Pierre pour présenter les actions qu'on a mis en place depuis cette crise, je voulais remercier la présence de Didier Seminet, vice-président du CNOSF en charge des territoires, qui exposera également, je lui donnerai la parole pour exposer les actions du CNOSF, où je dois dire, en toute honnêteté et franchise, que le CNOSF, depuis le début de cette crise, a été hyper actif auprès des acteurs publics, de l'État, du gouvernement, pour faire entendre la voix du sport dans les différentes mesures mises en place par le gouvernement. C'était loin d'être simple. On a beaucoup parlé des entreprises, des grandes entreprises. Au début, on parlait très peu du sport et il a fallu une vraie bataille, une vraie négociation, une vraie présence dans toutes les instances pour faire entendre la voix du sport, les problématiques du sport et que les mesures gouvernementales telles le chômage partiel, le report de charges, fonds de solidarité, tout ce qui va être expliqué, puissent être applicables pour les associations sportives, ce qui était indispensable pour la survie de beaucoup d'associations sportives. Donc merci à l'action mise en place par le CNO. Et bien sûr, je voulais remercier aussi les collectivités qui se sont mobilisées très tôt pour mettre en place des fonds de solidarité. La région Normandie, en première collectivité, Claire Rousseau doit être parmi nous, va nous rejoindre. Les conseils départementaux qui sont aussi mobilisés, les métropoles, les grandes agglomérations, les grandes villes qui se mobilisent pour déployer des fonds de solidarité à destination des petites structures. Et aussi, on va l'annoncer tout à l'heure, l'État qui est en passe de mettre en place aussi un plan de relance pour les associations sportives sans salariés, les petites structures sportives. Ça va être évoqué aussi tout à l'heure. Donc, je vais donner la parole à Pierre et après à Didier. Et ensuite, l'objectif, c'est d'échanger, de répondre à vos questions. Ce n'est pas de monopoliser la parole, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer pendant 7 heures, de 18h à 19h, pour essayer de vous apporter au maximum de réponses et d'annonces, enfin d'informations qui vous serviront. Vas-y Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit rappel, ces échanges seront donc enregistrés et mis à disposition si vous le souhaitez. Merci pour votre présence également. Le but de ces échanges voulus par donc le président du CROSS Normandie, qu'ils soient constructifs, qu'on puisse vous transmettre d'éventuelles informations et puis surtout, à un moment donné, faire un petit état des lieux du sport normand et de nos structures. Tout au long de cette crise, en tout cas pour le territoire normand, le CROSS a voulu garder un lien étroit justement avec les comités ligues et éventuellement les clubs, main dans la main avec l'ensemble des GDOS normands. Ça a été un lourd travail. On a eu de nombreux retours, une quarantaine sur plus de 74 disciplines sondées. À savoir que le constat est relativement varié. On va avoir donc bien évidemment un impact en ressources humaines, d'éventuels impacts financiers également sur des pertes de revenus plus ou moins conséquentes en fonction des disciplines. Et puis également une adaptation du temps de travail sur les différents collaborateurs. Donc la mise en place du télétravail, c'était loin d'être gagné pour certaines structures. La mise en place du chômage partiel avec un soutien significatif de l'État là-dessus, et ce qui a permis aussi de retirer une bonne épine du pied de bon nombre d'associations sportives. Concernant l'impact financier que cette crise a pu avoir et des retours qu'on a eus, donc au niveau de méthodologie, c'est du déclaratif, nous ne sommes pas allés vérifier. Pour autant, on a des associations qui nous disent ne pas avoir ou très peu de perte de ressources.
mais également, on va avoir, par exemple, des disciplines où on va perdre quasiment 300 000 euros sur cette période. Donc, bien évidemment, là encore, cela peut s'expliquer par différentes choses. L'annulation des compétitions et des frais d'inscription, les éventuelles interventions en milieu scolaire, périscolaire. Je prends l'exemple du foot. Une de leurs premières pertes de revenus, c'est les amendes qui sont appliquées. On n'y aurait pas forcément pensé, mais ce sont les amendes qui sont appliquées sur les joueurs au club, sur les cartons rouges, les cartons jaunes et les éventuelles commissions de discipline. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de significatif? Nous allons avoir bien évidemment pour l'escalade, on nous parle de quasiment 15 000 euros, principalement sur des formations et des compétitions qui ne peuvent pas avoir lieu. Donc voilà, en gros, ce qui peut être dit. Nicolas. Alors moi, ce que je souhaite échanger avec vous, et l'avantage d'avoir un public très varié, c'est échanger sur toutes les problématiques sur le chômage partiel, le télétravail, la reprise, le problème des certificats médicaux, reprise sportive, ça fait partie des questions qui ont été abordées. Donc, je vous donnerai la parole tout de suite et je donne dès à présent la parole à Didier Séminé, vice-président du CNOSF. Merci Président, merci, bonjour à vous tous et à vous tous. Bon, c'est déjà un vrai plaisir d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que tous les salamalek, tout ce qu'il y a enrobage de bonnes paroles, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc, pour être très pragmatique, je suis là aussi pour représenter évidemment le Comité national olympique et sportif français. Essayer aussi peut-être d'aller un peu plus dans le détail quand le président disait que le CNO, depuis le début de la crise, a toujours été là. Sachez que le président Masseglia, déjà, vous passe le bonjour. Il sait que je suis avec vous et qu'il est évidemment très attentif à ce qui se passe sur les territoires. Et pourquoi? Parce que c'est d'une simplicité la réponse. La réponse, c'est que le sport vient de chez vous. Le sport vient des territoires. Et aujourd'hui, on voit bien, même quand la crise sanitaire s'est déclenchée, il y a eu un repli sur le local. Et on voit aujourd'hui, au moment où on parle de reprise, que tout repart du local. Et dans le local, il faut bien entendre club, il faut bien entendre département, il faut entendre région. Et ensuite, simplement l'État et la France dans sa généralité. Donc, on voit bien que cette crise aura servi au moins à replacer les débats là où ils n'auraient jamais dû quitter, c'est celui du territoire et de la place que peuvent avoir nos associations sportives. Le sport français, c'est 170 000 associations sportives. On a fait comme vous. J'entendais Pierre qui disait qu'il était aujourd'hui sur du déclaratif, en capacité au moins de mesurer l'impact. On a fait la même chose au CNO. Il y a presque 30 000 clubs qui ont répondu à une enquête sur laquelle apparaît à peu près ce que dit Pierre. C'est-à-dire que l'impact financier, il est obligatoirement variable en fonction des disciplines, en fonction de plein de choses, parce que évidemment, vous n'avez pas de recettes, peut-être, en tout cas quand vous avez de la billetterie, de la buvette, des choses comme ça, ou des sponsors, mais vous n'avez pas non plus de dépenses. Je pense qu'aussi l'État, et j'espère que c'est le cas sur tout l'ensemble des territoires, en tout cas c'est ce qui apparaît quand moi j'ai fait le tour de France un peu, ou des crosses avec le président Masseglia par visioconférence, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la vraie crainte, elle est surtout pour demain. Et comment on va gérer la reprise. On ne peut pas considérer que la crise est derrière nous, puisqu'on nous parle de rebond, on nous parle de deuxième vague, on nous parle de tout ça. Mais sachez quand même qu'il y a des belles choses qui se profilent, entre autres l'accompagnement du CNO sur des opérations comme tous les clubs unis contre le Covid, ou bien encore je soutiens mon club. On voit bien qu'il y a quand même un début de solidarité, peut-être qui nous avait échappé tout au début de cette crise. Et puis, il y a quelque chose qui nous attend, et à mon sens, c'est sans doute ce qui pourra nous arriver de mieux à la rentrée scolaire, c'est ce fameux dispositif de la carte passerelle qui, tout d'un coup, et vous savez tous, comme moi aussi, je viens d'un club, c'est que à chaque fois, les bénévoles des clubs ou les professionnels des clubs frappent aux portes des écoles pour pouvoir y rentrer
pour y tirer quelques licenciés, pour les attirer en tout cas dans nos filets de nos passions respectives, on s'aperçoit d'une chose, c'est que là, avec la carte passerelle, tout d'un coup, c'est l'éducation nationale et les classes de CM1, CM2 qui vont venir taper à la porte des clubs. Voilà, en gros, évidemment, on devra parler aussi des licences parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Il ne faut surtout pas fuir cette question-là. Il faut être clair, il faut essayer d'avoir une position unanime sur cette problématique. Et puis, Président Nicolas, bien, je suis à la disposition de tout le monde, à la tienne, à tous les présents ici pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et mon peu de jus de cerveau qui me reste après 4 visioconférences. Voilà. Merci Didier. Ben, on peut lancer les débats. La parole est libre et vous pouvez intervenir. Bonsoir, Michel Garcia. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfait. Vous pouvez m'expliquer la carte passerelle? C'est toi, Nicolas, c'est moi? Vas-y. Eh bien, c'est un dispositif qui a été mis en place avec le CNO, le ministère de l'Éducation nationale et l'UCEP, afin d'offrir aux enfants entre 4 et 6 semaines d'essai dans un club. Et en fait, ça va être relié à une application qui s'appelle Mon Club, où se trouve Mon Club. C'est une application qui est fournie par Bisport. Et en fonction de ça, l'enfant de CM1, de CM2 pourra aller dans un club pendant 4 à 6 semaines pour s'assurer qu'il fait le bon choix dans la discipline. Et là, je trouve que c'est une chance inouïe parce que quand on sait les passionnés que vous êtes tous pour accueillir des nouveaux licenciés, on se retrouve avec un outil qui n'existait pas du tout avant. Et voilà, il suffit de s'inscrire dans le dispositif. Alors, je pense que vos fédérations, Michel, je ne sais pas de quelle fédération tu es. Football. Pardon? Le foot. Le foot, vous n'avez pas besoin de licencier au foot. Non, mais ce dispositif-là, la ville de Gonfreville l'avait déjà dans le temps. Ça s'appelait le CMIPS, Centre municipal d'initiation au sport. Et les gamins pouvaient tourner avec une seule cotisation, pouvaient tourner dans tous les clubs. Ouais, sauf que là, c'est vraiment un dispositif nouveau et National. Qui est monté, qui est doublé à une application qui est fournie par Bisport et qui permet en fait de trouver son club. Et tous les clubs qui seront référencés sur cette application pourront bénéficier de ce dispositif. Mais je peux voir avec, je peux le noter, Michel, si ce n'est pas arrivé sur vos territoires, moi je peux voir avec Brigitte Henriquez pour voir si la descente d'information a eu bien lieu. Moi, personnellement, j'ai rien eu, hein, j'ai rien vu passer. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qui passent actuellement un peu de partout avec le foot, avec les associations de foot amateurs, sur le syndicat des clubs de national. Il y a plein d'informations, peut-être que je l'ai loupé, mais ça ne me parlait pas du tout. Bon. En tout cas, on va faire en sorte de recueillir toutes ces informations et le canal au niveau du cross, c'est de communiquer les informations aux ligues, charge à chaque ligue de communiquer vers les clubs. Mais en parallèle, on met toutes ces informations-là sur nos réseaux sociaux, donc ce qui permet aux licenciés de capter des informations les importantes également. Je pense que vous posez beaucoup de questions par rapport, en tout cas, c'est les questions que certains ont pu poser par rapport à la reprise d'activité. Les classements, je sais que ça fait débat dans certaines disciplines. Moi, là-dessus, le rôle du cross n'est pas de prendre parti pour telle ou telle décision. Ce qui est important, c'est que chaque fédération a pris la décision, lorsqu'il y a eu l'arrêt des compétitions, d'appliquer classement à date, saison blanche et adapter les règlements qui trouvaient le mieux adapté. Chaque fédération, là-dessus, a pris ses décisions et on a pu voir que globalement, ça se déroule très bien. Hein. Et par rapport au plan de reprise sportive, actuellement, on est tout ce qui est sport d'intérieur, sport collectif, sport de contact en intérieur, il n'est pas possible de réaliser. Les gymnases, tout ça sont fermés par les collectivités. Actuellement, il est possible de faire de l'entraînement extérieur moyennant le respect
des règles sanitaires, distanciation sociale. Et toute cette reprise, aujourd'hui, elle est sous la responsabilité du président de club. Ça, c'est important. Président de club et salarié, le cas échéant, qui met en place ces activités en extérieur. Ils ont l'obligation de bien respecter le protocole sanitaire qui a été communiqué par le gouvernement. Donc, je sais que ce n'est pas simple. Il y a certaines disciplines qui ont repris des activités en extérieur et normalement, et on espère tous que cette crise sanitaire va s'éradiquer, ce virus va s'éradiquer, qu'on va pouvoir reprendre progressivement une activité sportive normale. Mais aujourd'hui, les informations du ministère vont vers une reprise progressive de nos activités sportives. Alors, ça diffère d'une discipline à une autre, bien évidemment. On ne va pas avoir les mêmes contraintes en athlétisme, en cyclisme, qu'au karaté, au handball ou au judo, parce que ce sont des sports tout à fait différents où certains n'ont pas du tout de contact, donc il est très facile de respecter les règles de distanciation sociale. D'autres, au contraire, c'est le contact permanent. Donc là, chaque fédération aujourd'hui travaille à négocier avec le ministère pour établir un protocole de reprise progressive avec des règles sanitaires strictes à respecter. Donc normalement, on devrait avoir des informations, toutes les fédérations, probablement fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais à ce jour, pour l'instant, il n'est pas possible de reprendre pratique sportive à l'intérieur, c'est en extérieur, avec respect des règles sanitaires. Arnaud qui veut intervenir. Arnaud Lastel, vas-y. Oui, Nicolas, oui, merci de me donner la parole. En complément de ce que tu dis, il ne faut pas oublier que c'est aussi dans les textes le couple maire-préfet qui donne aussi l'autorisation, dans la mesure où on adapte localement les protocoles. C'est pas le protocole qui fait tout, mais c'est l'adaptation du protocole localement dans les équipements qui va faire aussi qu'il y a autorisation ou pas autorisation. Par moment, il y a des choses que l'on peut faire à telle collectivité parce qu'il y a une histoire des équipements et de la pratique sur ce territoire-là, et à côté, c'est impossible. Donc, il faut éviter de comparer, puis il faut être un peu patient parce que les collectivités, en ce moment, c'est très, très lourd. Elles sont elles-mêmes en reprise d'activité. Voilà. Non, mais j'allais y venir. C'est effectivement, in fine, lorsqu'on va reprendre progressivement l'activité, les présidents d'association, c'est la décision finale, elle appartient à la collectivité. Si elle ouvre ou pas la structure sportive, et effectivement, c'est au cas par cas, et c'est pour ça que ça risque d'être assez compliqué, mais l'objectif, si chacun fait un effort, qu'on est respectueux des règles, c'est de permettre l'éradication de ce virus, en tout cas qu'il ne soit plus pénalisant, et vivre avec ce virus, et puis reprendre une activité progressive. Bon, il est clair que pour cet été, il n'y a aucune compétition sportive, tout était annulé, tout était reporté. L'objectif, c'est une reprise au mois de septembre. Ce serait le meilleur ce serait le meilleur pour nous tous, parce qu'on a tous hâte de retrouver les terrains. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces problématiques de reprise sportive? J'ai une question de Sylvain Letouzé. J'ai des questions sur les certificats médicaux. Ceux qui veulent intervenir, Nicolas, le peuvent, il n'y a pas d'ordre. Nicolas, il y a une demande pour Sylvain Letouzé. C'est bien que les gens qui ont des bruits derrière ferment leur micro. Oui. Sylvain. Mets le son, Sylvain. Sylvain, il n'y a pas de son. Tu as un problème C'était bon, Sylvain? Bon, on va revenir à Sylvain quand on sera clean. Olivier a une question. Oui, bonjour à tous. Merci Nicolas. Et merci pour cette audioconférence tout à fait intéressante. Moi, ce que je voulais soulever une question par rapport au fonds de solidarité mis en place par l'État. On l'a dit, en tout cas, c'est le cas pour les clubs d'escrime qui sont souvent des petites structures. La difficulté financière, elle n'est pas immédiate parce qu'effectivement, le recours au chômage partiel et puis l'absence de dépenses en cette fin de saison permet finalement de tenir le coup jusqu'à la rentrée. Mais à la rentrée, c'est là que les difficultés réelles vont se produire. Avec une baisse de licenciés, c'est évident, particulièrement dans notre sport, qui est un sport qui se pratique en lieu confiné.
mais aussi parce que c'est un sport qui, comme tous les sports olympiques, est particulièrement exposé lorsqu'il y a des Jeux olympiques. Et puis cette année, il faudra attendre un an pour avoir une exposition médiatique. Donc, baisse de licenciés à prévoir. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup de petites structures qui n'ont pas forcément des employés, des salariés à temps plein, loin s'en faut. Souvent des salariés à temps partiel ou partagés, mutualisés entre plusieurs clubs, etc. Et on voit que le fonds de mise en place par l'État demande un certain nombre de critères qui, en gros, moi, je vois sur les 40 clubs qui sont en Normandie, les 40 clubs d'escrime, bon, il y en a vraiment très, très peu, de façon tout à fait exceptionnelle, qui pourraient bénéficier de ce plan, soit parce qu'effectivement, ils n'ont pas une masse salariale, un emploi suffisamment important, soit parce qu'ils ne peuvent pas justifier, comme il est demandé, une baisse de recettes sur le mois d'avril, le mois de mars, de 50% par rapport à l'année dernière. Vu que notre fonctionnement en fait se déroule avec un échelonnement des rentrées d'argent et des sorties d'argent qui ne correspond pas du tout à une activité mensuelle, comme on pourrait l'avoir en entreprise, par exemple. Donc, du coup, ce plan, je serais vraiment curieux, j'aimerais avoir votre avis pour savoir si… Non, mais il y a un autre plan qui va intéresser un certain nombre de clubs. Non, il y a un plan, normalement, ce n'est pas encore acté, mais il devrait y avoir, on est bien parti pour qu'il y ait un plan de relance par le gouvernement pour le sport et notamment pour les petites structures sans salariés avec bénévoles. C'est ça qui est en discussion et c'est un plan de relance qui s'articulerait entre l'État et les collectivités territoriales, régions, avec un travail pour la répartition sur la mutualisation entre les crédits nationaux et crédits régionaux. Mais aujourd'hui, je ne connais pas l'enveloppe décidée par le gouvernement pour ce plan de relance et les modalités. On ne les connaît pas. Mais ce qui est donc, sûr, ça un plan c'est dans les tuyaux et ça concernera essentiellement les clubs sans salariés et bénévoles, comme tu viens de le souligner. D'accord. Didier, tu as peut-être d'autres infos là-dessus? Je peux dire un mot si tu veux, Nicolas. Vas-y. Oui, donc au sein du groupe sport de l'Association des maires de France, nous avons fait le point cette semaine justement avec l'ANS et puis le ministère des Sports via son directeur de cabinet pour faire justement remonter du terrain un certain nombre d'inquiétudes des clubs et des collectivités territoriales concernant effectivement la reprise des activités sportives. Donc le directeur général de l'ANS nous a confirmé qu'effectivement, comme tu le disais, Nicolas, un plan était en réflexion pour soutenir financièrement les petites structures sportives. L'interlocuteur, pour l'instant, n'est pas désigné. Ça pourrait être la région, qui effectivement est aujourd'hui porteur de beaucoup de projets en matière de sport, mais ça pourrait être également les départements ou les EPCI type métropole. Voilà. Pour l'instant, les choses ne sont pas complètement actées, mais effectivement, ils vont dans une réflexion pour aider, parce qu'ils s'aperçoivent bien effectivement qu'il y a une vraie difficulté. Et puis, je vous renvoie également, ça a été publié hier, sur l'opération Soutiens ton club, là, qui est une action lancée également à la fois par le CNOSF, la Fondation du sport français et France Paralympique, qui encourage toute personne à venir participer via un fonds de solidarité et faire des dons donc à minima de 50 € pour aider donc le club de leur choix. Bon, ça reste des actions intéressantes, mais moi je voudrais surtout peut-être ce soir aborder un point qui me semble essentiel, qui est le point de départ de tout ça, c'est-à-dire qu'après cette période de confinement, cette période de déconfinement si on y va, est-ce que nous sommes, alors que nous nous posions déjà la question avant, bien sûr, ce Covid-19, mais ne nous sommes pas face à un point important, un point presque crucial en matière de modèle sportif français. Ne sommes-nous pas face à deux scénarios possibles, hein. Je reprends les propos qui ont été déjà tenus par le passé par un de mes amis qui consiste à dire voilà, on est soit face à un scénario un peu catastrophe qui va vers une disparition plus ou moins avortée des associations sportives et des petits clubs,
et vers une prolifération, on va dire, du sport spectacle et du sport professionnel? Ou alors, n'est-ce pas le moment justement d'avoir une réaction vive auprès de nos instances dirigeantes pour d'abord faire reconnaître la valeur du sport territorial, du sport de proximité, de toutes les valeurs que le sport, bien sûr, peut véhiculer, et au contraire, permettre de ne pas oublier ce sport-là, notamment dans le cadre du financement, parce qu'on sait malheureusement qu'on va avoir un certain nombre d'associations qui vont sans doute mettre la clé sous la porte suite à cette période difficile. Et c'est là où il me semblerait important qu'il n'y ait qu'une voix, une voix collective de tous les acteurs territoriaux, clubs, associatifs, bénévoles, pour faire reconnaître l'importance du sport en France à quelques années d'une organisation olympique. Il serait plus que nécessaire de se faire entendre sur tous ces points et d'enfin agir, parce que n'oubliez pas non plus qu'on revient quand même un peu de loin, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'effectivement le ministère avait pris les choses, et tant mieux, mais n'oubliez pas qu'à un moment la ministre a quand même eu ce mot terrible de dire que le sport ne serait pas une priorité dans le cadre du déconfinement. Bon, elle s'est repris après, je pense qu'elle a dû voir qu'elle avait fait une erreur, mais il est plus que, et on est tous convaincus, nous tous là ce soir, que le sport a non seulement sa place dans la société, mais est un élément indispensable au bon fonctionnement de notre société pour évidemment toutes les valeurs qu'il véhicule, et qu'il faut soutenir coûte que coûte les associations et les collectivités, tant qu'elles le peuvent, en tout cas celles de proximité, on fait des avances de subventionnement, par exemple, on aidé par des avances de trésorerie pour aider les clubs à se maintenir à flot. Mais là, on doit avoir une réflexion sur du long terme. Et j'aimerais avoir éventuellement votre sentiment sur ça, et savoir si effectivement on est à la croisée des chemins, ou est-ce que vous pensez que le sport amateur a encore toute sa place et que le sport de proximité est encore vaillant? Moi, je reste très prudent. J'ai quand même quelques inquiétudes au vu de ce que je vois, et ce que je lis et ce que j'entends. Là-dessus, Stéphane, je pense qu'il ne faut pas, l'erreur serait d'opposer sport professionnel et sport amateur. Tous nos sportifs professionnels, à la base, ils commencent leur discipline, quelle que soit, dans les petits clubs de nos quartiers, de nos villages. Et on peut prendre des exemples de grands sportifs, savoir où ils commencent, et vous verrez que tous nos grands sportifs, qu'ils soient cyclistes, footballeurs, handballeurs, judokas, ils commencent dans nos petits clubs. Et il est important d'avoir ce maillage territorial et nos clubs dans nos villages, dans nos communes et dans nos villes pour amener cette passion auprès de nos jeunes, et puis aussi faire progresser nos jeunes pour que les meilleurs atteignent le plus haut niveau. Je pense que le sport professionnel, sans nos clubs, dans nos territoires, il n'existe pas. Les deux sont liés. Et opposer les deux, à mon avis, c'est une erreur. Moi, je suis d'une discipline où les deux travaillent ensemble, professionnels et amateurs. Et pour moi, il faut continuer vers ce modèle. Oui, non, mais je vais donner la parole à Claire Rousseau, qui nous a rejoint, que je remercie. Claire Rousseau, vice-présidente de la région. Je vais dire un petit mot sur les dispositifs importants mis en place par la région. Claire. Je ne t'entends pas, Claire. Bon, on va reprendre Claire un petit peu plus tard. Est-ce que Sylvain a réparé son micro? Non, il y a un problème de micro pour Sylvain. On continue le débat. La problématique de certificat médical qui a été exposée par beaucoup. Est-ce que je peux intervenir là-dessus un peu? Vas-y, Alain. Concernant Essayez dans vos interventions d'être assez court et précis, parce que si on veut donner la parole à tout le monde, on a 1 heure pour que tout le monde puisse intervenir. Avant de parler du certificat, j'y vais. Oui. Avant de parler du certificat médical, il faut bien reconnaître qu'au niveau de l'économie, c'est plus facile à suivre un mode économique basé sur la TVA et autres, parce que tout ce qui va être économique, la perte sèche de la rentrée d'argent, elle va être liée à la déclaration sur la TVA. Chose que nous, on échappe à ça. Donc c'est vrai qu'on est un modèle un petit peu particulier qui fait que avoir des mesures très
très précises pour quantifier notre manque à gagner, c'est plus compliqué dans un monde associatif et sportif qu'il l'est pour le modèle économique. Donc ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu simplement maintenant cette réflexion pour venir un petit peu vers nous. La priorité, ça a été d'abord l'économie et le marché, je dirais, normal. On va dire ça comme ça. Concernant tout ce qui traite la partie certificat médical, on doit reconnaître que on est plutôt dans une tendance inverse parce que depuis quelque temps, on voyait au niveau de l'Institut diminuer en permanence le côté exigence en ce qui concerne la pratique du sport. Je pense que ce virus, tous les sportifs ne l'ont pas et c'est tant mieux, mais certains peuvent l'avoir. Et il faudra bien faire attention à ce que ceux qui reprendront la compétition soient sûrs d'être totalement exempts de ce genre de choses-là. Parce que alors c'est Mehdi qui m'a dit ça, je ne fais pas mon docteur, hein, c'est Mehdi qui connaît mieux l'affaire que moi, a laissé entendre que c'était quand même quelque chose qui avait un rapport avec tout ce qui traite de la respiration et aussi avec le cœur. Et qu'on est vraiment, par rapport à la sollicitation cardiaque des athlètes, tout proche vraiment d'un dossier très sensible par rapport à ça. Quand il me parle des protocoles à mettre en place aujourd'hui pour le rugby, pour suivre le RNR, c'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai découvert que, par exemple, quand on suit quelqu'un qui court, c'est 10 mètres derrière. Vous voyez un petit peu, quand on va commencer à gérer les espaces, 10 mètres, c'est pas 1, c'est pas 4, c'est 10. Il y a tout un tas de choses comme ça. Donc, il va y avoir, et Mehdi me l'a confirmé, des nouvelles mesures qui vont être prises pour faire en sorte que, notamment au niveau des sportifs de haut niveau, un suivi soit beaucoup plus pertinent qu'il ne l'était. Il était quand même dans une zone vraiment descendante par rapport à ça. Et autre chose, avant de laisser la parole à tout le monde, on a été pour beaucoup d'entre nous 2 mois, pour peut-être plus, à ne pas bouger beaucoup. Donc, c'est comment on reprend une activité sport-santé, bien-être, sport-santé adapté pour faire en sorte que ce confinement qui nous a été imposé ne soit pas en plus facteur de lacune d'un point de vue santé pour la grande majorité des gens sportifs, dont c'est la profession, sportifs assez poussés parce qu'entraînement fort, et même les personnes lambda, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes à la fois psychiques, parce que remise en cause de pas mal de choses et tout ça, et d'un point de vue simplement de santé de la population par rapport à ça. Voilà. Alors, sur le certificat médical, aujourd'hui, on n'a pas d'information du gouvernement imposant certificat médical de moins d'1 an pour une reprise sportive, renouvellement de licence. On était sur la base de l'attestation, renouvellement de certificat médical tous les 3 ans. 3 ans. Moi, je pensais, au vu de la crise, qu'on reviendrait en arrière, en tout cas temporairement, avec une imposition ministérielle fixant obligatoirement délivrance d'un certificat médical de non-contre-indication. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et certaines fédérations ont pris des mesures, notamment la plongée sous-marine, avec quelqu'un qui a contracté le Covid, obligation d'avoir un certificat médical de moins d'1 an pour renouvellement de licence. C'est difficile cette question parce que moi, j'y suis confronté dans ma discipline. Je ne me vois pas imposer un certificat médical alors que ça devrait être une décision ministérielle applicable à tout le monde. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, sur les sportifs de haut niveau, je pense qu'il va y avoir un protocole établi pour l'ensemble des sportifs de haut niveau sur le suivi médical, des tests plus poussés. Ça, je pense que ça va être très, très bien cadré. Mais au niveau amateur, aujourd'hui, on est devant cette difficulté, c'est que n'ayant pas de décision précise du ministère sur l'obligation d'établir un certificat médical de moins d'1 an pour un renouvellement ou création de licence, certaines disciplines vont continuer sur la base de l'attestation de santé ou du renouvellement tous les 3 ans, et d'autres sur certificat médical de moins d'1 an. Moi, de ma part, j'aurais préféré une décision claire du ministère applicable à tout le monde parce que ça peut créer des problématiques. Et n'oublions pas que la responsabilité est sur les présidents de structures ou de ligues qui enregistrent ces licences. Didier, tu as peut-être des infos. Oui, peut-être pour apporter une précision, moi j'étais vendredi dernier, j'étais lundi matin avec le cabinet de la ministre et évidemment la question a été posée, c'est ce qu'on appelle en fait l'année zéro, est-ce qu'on redémarre ou pas avec une activité. La question elle est toujours
entre économie et raison, en sachant que la raison, elle est souvent économique. Pour faire très simple, 17 millions de pratiquants, 17 millions de licenciés. Si on redémarre tous nos activités en septembre, c'est 17 millions de visites chez le docteur, chez notre médecin traitant, et ça a un impact économique. C'est voilà exactement comment est défendue la thèse aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut évoluer. Hein. Nicolas, tu disais, on attend aussi une décision ferme du ministère. Aujourd'hui, c'est tel que je vous le dis, que c'est réfléchi aujourd'hui au ministère des Sports. C'est 17 millions multipliés par le coût d'une visite médicale égale impact économique sur le système de santé. Et Vincent Turpin souhaite intervenir. Je vais donner la parole à Vincent. Ah, je veux bien intervenir, mais je n'ai pas demandé à intervenir. Et je ne veux surtout pas couper la parole à quelqu'un qui était bien parti. Tu ne coupes pas la parole, tu l'as. Bon, ben moi, en fait, je suis en direct sur le stade de Sotteville, le stade où il y a le meeting international. On a réouvert nos groupes d'entraînement dans la limite des 10 personnes par groupe et dans la limite de 40 personnes sur le stade depuis avant-hier. Bien sûr, avec des règles sanitaires qui sont évidemment contraignantes mais réalisables. Les gens sont vraiment à l'écoute et acceptent de prendre un moment pour passer des messages importants. Et la mairie de Sotteville-lès-Rouen a été assez ouverte pour permettre la reprise de l'entraînement. Nous, dans un premier temps, on a repris pour les cadets et plus. Ce soir, on a fait reprendre des petits groupes d'athlétisme ou d'athlétisme loisir. Et on envisage faire reprendre les catégories Benjamin minime à partir de la semaine prochaine, toujours dans la limite de 40 personnes sur le stade et dans la limite de 10 personnes par groupe. Bon, on n'est pas un sport de salle, bien évidemment, on n'est pas contraint aux mêmes règles, mais en cadrant les choses depuis une semaine en lien avec notre bureau directeur, ça a été voté, hein, bien évidemment, on a mis en place un protocole qui, pour l'instant, depuis 3 jours, prend forme et ça se passe plutôt bien. Voilà. Oh, c'est super, Vincent. Ce qui est important, c'est ça. C'est une vraie organisation au sein du club, une reprise progressive, respecter les règles sanitaires. Je pense que c'est un excellent témoignage que tu viens de nous donner. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Est-ce que Claire peut prendre la parole? Alors, Claire a un problème de micro, vraisemblablement. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Ouais, moi, on a reçu une question par écrit en préambule. Quelle est ta position sur les demandes de remboursement qui peut être fait aux associations sportives? Alors, la position, elle est celle du CNOSF et que je partage entièrement. C'est les adhésions. On ne doit pas être favorable à un remboursement sur une adhésion pour une licence dans un club. Il faut différencier lorsqu'il y a, sur certains sports, il y a des sports, il y a l'adhésion, prise de licence pour pratiquer une activité sportive tout au long de la saison, où certaines disciplines effectuent des prestations, c'est-à-dire où là tu achètes des billets ou des abonnements pour diverses cours qui ne sont pas en lien avec la licence. Moi, je parle bien de la licence sportive. Je pense qu'il ne faut pas aller sur le chemin des remboursements demandés par les familles, parce que c'est une adhésion au projet sportif et ça va mettre en difficulté aussi la structure club, hein, comme comité ou ligue. Et aujourd'hui, cette crise sanitaire, nos clubs n'y sont pour rien. Et je pense que nos dirigeants de club font le maximum pour garder le lien avec leurs licenciés, pour reprendre progressivement l'activité. Mais moi, je reste sur la position du CNOSF avec un avis défavorable pour que les clubs ou les structures procèdent à des remboursements partiels de licence. Je parle bien de licence, hein. Je ne parle pas de bons pour des activités, c'est différent. Je parle bien de la licence sportive. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, la question de Sylvain Letouzet, qui lui aussi a un problème de micro, mais qui est celle-là. Qu'est-ce que tu penses éventuellement du plan mis en place par le ministère des Sports sur le 2S2C, par exemple? Je n'ai pas compris. Le plan mis en place par le ministère avec un clin d'œil au dispositif 2S2C. Moi, alors,
ça va être, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est important. Ça peut créer une passerelle importante entre le milieu scolaire et le milieu sportif, culturel également. On a ça a été communiqué à toutes nos disciplines sportives. Je pense que tous les clubs ont dû avoir l'information de leur fédération, de leur ligue. Et il y a même dans chaque département, normalement, un responsable de l'éducation nationale qui peut être en lien avec l'école ou le responsable du club sportif. Ça permet, dans certains cas, un éducateur sportif de mettre en place une pratique sportive respectant le protocole sanitaire à des élèves qui n'ont pas cours. Dans le cas de 10 élèves par classe, le reste pourrait avoir une activité sportive. Je pense qu'il faut soutenir cette démarche. Il y a un financement qui est prévu, je crois, pour les intervenants salariés dans les clubs. Donc, moi, je pars du principe que toutes ces démarches, il faut les soutenir et ça permet aussi à nos clubs de promouvoir leur discipline auprès des jeunes scolaires. Donc, on peut que soutenir cette mesure. Mathieu de Bois-Guillaume, est-ce éventuellement qui souhaiterait réagir sur ce dispositif? Je voulais échanger aussi avec vous sur les… Oui, on vous entend. Nous, on a une réflexion aujourd'hui sur ce dispositif au niveau de la commune, puisqu'on activait déjà, moi j'ai une éducatrice sportive qui assure habituellement le sport scolaire, qui aujourd'hui ne fait plus de sport scolaire, qui contrôle le protocole sanitaire des écoles en termes d'hygiène et de protection des personnes. Et en effet, on a reçu la Convention de l'éducation nationale et on mène une réflexion pour le mois de juin, à partir du 2 juin, parce que l'empressement du ministère de l'Éducation nationale, parce que je n'ai pas que les sports, j'ai la jeunesse et l'éducation, a bien surchargé les collectivités puisqu'on a réouvert les écoles. Donc dans un deuxième temps, étant donné que les enseignants vont toujours accueillir un enfant pour 10 maternelles et un enfant pour 15 élémentaires, on est en train de prospecter avec l'inspectrice de circonscription la possibilité de faire intervenir des associations et la masse salariale sera prise en charge par la collectivité. Nous bénéficions du dispositif de remboursement proposé. Voilà. Ok, merci. Pour le pôle de plongée de Normandie, Nicolas, s'il te plaît, nous sommes une structure avec 2 salariés. Avez-vous des informations sur le dispositif d'aide du conseil régional? Avez-vous des informations sur la durée du chômage partiel? Et avez-vous des informations sur la durée du report des charges URSSAF? Ton micro, Nico, s'il te plaît. Conseil régional, nous avons clair, et le dispositif mis en place par la région est en ligne sur le site du CROSS. Je crois qu'il va y avoir un vrai travail collaboratif, ce qui est très bien avec la région, c'est que sur les dossiers d'instruction qui vont être l'instruction des demandes d'aide qui vont être sollicitées par les clubs ou les ligues vont être instruites et le mouvement sportif, le CROSS, il sera associé. Même chose dans les départements, sur les fonds de solidarité mis en place par les conseils départementaux. Le mouvement sportif d'OS sera sollicité pour se joindre à l'instruction. Donc, c'est une très bonne chose que ces collectivités associent le mouvement sportif. Sur le chômage partiel, aujourd'hui, on a une annonce de mise en place, enfin, c'était annoncé dès le début, mise en place du chômage partiel pour les structures sportives, associatives dès un salarié. Le droit d'activité partielle est maintenu en cas de reprise progressive jusqu'en septembre. Ce sont les informations que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, le chômage partiel est pris en charge à 75% par l'État. Peut-être va-t-il y avoir une baisse de la prise en charge au mois de juin. Il est annoncé 50% au mois de juin. Pour l'instant, on n'a pas d'annonce officielle, donc on reste sur le 75%. Il y a une possibilité d'accès au fonds de solidarité pour les TPE et les associations de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros. Ça, c'est le cas. Et dans toutes les régions, il y a eu le maintien des subventions attribuées par les collectivités. Et je dirais même que nombreuses collectivités, régions en premier chef,
ont même avancé le versement des subventions aux structures associatives, aux ligues, aux clubs professionnels ou aux clubs amateurs pour justement venir en soutien aux problématiques financières. Alors, la région, il y a une enveloppe est prévue pour soutenir le mouvement sportif. Claire vous a écrit à tout le monde en 2 temps, aide d'urgence et aide de relance, demande d'étudier collégialement avec les autres collectivités et mouvements sportifs. Donc, je remercie la région en tout cas d'associer le mouvement sportif et je remercie aussi les départements. Donc, voilà pour les informations précises. Sur le chômage partiel, je veux donner une information importante parce que la Directe nous remonte des anomalies. Alors, ça concerne autant les entreprises que des associations sportives culturelles. On ne peut pas mettre un salarié en chômage partiel total et le faire travailler en même temps en télétravail. C'est illégal. C'est normal. Et ça, il faut que chacun, que ce soit président de ligue ou président de club, il faut bien relayer l'information aux associations sportives. Surtout, c'est interdit. L'avantage du chômage partiel, tel comme il est fait, c'est que vous avez la possibilité de définir un volume horaire de période non travaillée et travaillée. Et vous pouvez la faire évoluer mois par mois. Donc, surtout, qu'aucune association sportive s'amuse à mettre un salarié en chômage partiel totalement et dans le même temps à le faire travailler sous forme de télétravail. C'est un soutien public, c'est de l'argent public. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des contrôles de la Directe. Déjà des contrôles. Il y a déjà des contrôles, aussi bien sur les entreprises que sur les associations sportives pour déclarer les salariés en chômage partiel. Y compris des mails. Ils ont accès aux mails et bien sûr. Par rapport à ça. Donc, il faut bien faire très attention. Tu as raison de t'attirer l'attention là-dessus. Et moi, je vous le dis en toute transparence parce que j'ai une personne de la Directe qui est en lien avec la préfecture qui m'a alerté là-dessus. Soyez vigilants et n'hésitez pas à colporter ces informations précises auprès de vos autres associations parce que en cas d'anomalie, c'est une peine de 2 ans de prison, 15 000 € d'amende pour le président du club. Et il faut savoir que la responsabilité pénale dans la mise en place d'un chômage partiel, c'est le président du club. Et il se trouve que dans certaines structures, c'est le trésorier qui s'occupe de ça, sans parfois en parler au président. Il faut faire très attention. C'est décision du président. Voilà sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres points à aborder? Est-ce que tu as des informations concernant la durée de report des charges URSSAF, s'il te plaît? A priori, les 3 premiers mois, il est possible que ça continue dans le cadre d'une reprise, mais pour l'instant, on n'a pas d'annonce précise là-dessus. Arnaud Lastel, qui souhaite intervenir. Oui, je me permets d'intervenir parce que je vois qu'il y a Sandrine Deveau et puis Vincent Turpin, donc pour l'athlétisme et Sandrine pour le patinage. À la lumière de tout ce qui est dit, notamment par Nicolas, comment ils envisagent, eux, la prochaine saison, la saison en cours? Je pense au patinage où ils sont producteurs aussi d'une grosse manif mondiale, des entraînements qui sont arrêtés avec des jeunes qui devaient partir faire les championnats du monde. Comment ça se gère là actuellement et comment elle envisage l'avenir de son côté pour Sandrine avec le rock et puis Vincent peut-être pour le meeting. Je peux donner un petit éclairage de votre côté. Merci Vincent. Alors pour le rock, effectivement l'équipe junior n'a pas pu partir au championnat du monde puisqu'on était, on devait être en Angleterre du 10 au 17 mars. Donc période très difficile parce que ça a été obligé d'être stoppé direct et de leur annoncer qu'ils ne partaient pas à cause du Covid. Donc vous imaginez bien la déception de ces jeunes. Aujourd'hui, bien entendu, nous, la patinoire a fermé et en plus a été réquisitionnée en tant que morgue. Donc vous imaginez bien dans l'ambiance où on était. Il faut savoir qu'au sein de la patinoire, il y a 10 semaines incompressibles chaque année qui est donc fermeture totale de l'établissement, des 2 pistes pour réfection des deux pistes. Donc, on a demandé à la mairie d'avancer au vu de cette période, donc d'avancer cette fermeture et ce nettoyage de 10 semaines. Donc, normalement, on devrait rouvrir le 8 juillet. Sauf que au sein de notre fédération, comme vous le savez tous, c'est un petit peu aussi mouvementé. Donc, il y a aussi pas mal de structures de réorganisation à ce niveau-là. Bon, Nathalie Péchala fait, à mon sens, un bon boulot et essaye de mettre tout en place pour pouvoir qu'on reparte et qu'on reparle des sports de glace
dans de bonnes conditions et je ne désespère pas que tous les présidents de clubs qui sont derrière elle, notamment moi, on essaye de booster pour que ça tourne comme ça. Faut savoir que notre calendrier est compliqué. On a la chance, c'est que nous, notre saison, je dirais, dans ce malheur, c'est que ça va du 1er juillet au 30 juin. Donc, je dirais qu'on était en fin de saison. Mais la difficulté qu'il y a, et notamment pour l'équipe de France qui se situe à Rouen, c'est qu'on on se pose plein de questions de savoir effectivement, quand vous devez être à 10 sur glace alors que l'équipe est composée de 20 patineurs, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu difficile de faire venir nos jeunes qui viennent constituer, donc qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Valenciennes, qui viennent de Caen, qui viennent du Havre, pour pouvoir trouver des familles, pouvoir se projeter sur cette équipe de France parce que c'est difficile de demander à tout le monde de faire énormément d'efforts financiers, d'encadrement, de leur dire voilà, vous venez à Rouen alors que bon, ils pourraient faire de la préparation physique comme on fait depuis le confinement via Zoom, via leur travail personnel à tout niveau, aussi bien les petits que, alors je ne parle que l'école de glace, mais que les petits, que les grands, que les juniors. C'est un peu compliqué de se projeter, j'avoue. On a la chance aussi, c'est que l'International Skating Union nous a donné l'autorisation de refaire les 2 programmes de cette année. Donc ça, c'est déjà bien aussi, et de garder des seniors. Donc je pense qu'on va pouvoir reconstituer une équipe junior pour aller représenter la France au championnat du monde qui devrait se tenir à Angers en plus en France. Donc vraiment une première aussi mondiale. Donc tout ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Le calendrier n'arrête pas de changer parce que d'autres sports se sont remis sur les dates prévues. Donc c'est difficile. On ne désespère pas et on attend avec impatience les directives de fin mai pour vraiment structurer au mieux et au plus près de la réalité et notamment sur septembre. Et pour la French Cup, on verra bien. S'il faut faire une année blanche, on fera une année blanche. Mais là, ça ne sera pas du tout la même pour le club, effectivement. Merci Sandrine, mais ça illustre les problématiques du très haut niveau. Et avec, alors Sandrine, c'est plus les JO d'hiver, mais sur la période… Ouais, sauf que nous, excusez-moi Nicolas, mais on est entre guillemets, les juniors qui vont au championnat du monde ne sont pas sur les listes ministérielles puisque nous ne sommes pas une discipline olympique. C'est vrai. Donc, c'est des sportifs d'entraînement et d'engagement des sportifs de haut niveau, mais qui n'ont pas le caractéristique de haut niveau. Et c'est là la difficulté. Merci Sandrine. Je souhaiterais faire intervenir Kylian, vice-président de l'ANOSTAPS, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci pour ce petit visio. Donc, rapidement, je suis vice-président à l'ANOSTAPS, donc c'est l'Association nationale des étudiants en STAPS, donc en charge du sport pro et des politiques sportives pour ma part. J'avais une petite question concernant un peu l'implication de l'enseignement supérieur et du monde universitaire en général. Donc, nous, c'est vrai qu'on est concernés d'autant plus par cette crise parce qu'on forme les futurs professionnels dans le champ du sport et que ce soit dans l'encadrement sportif ou que ce soit nos enseignants de PS. Tout à l'heure, on a entendu parler de la carte pro qui est la carte passerelle qui était en lien avec l'éducation nationale et il y a aussi une vraie cassure de pratique pour tous les personnes dans l'enseignement supérieur. Après le lycée, il y a vraiment une diminution de la pratique pour ce public-là. Ma question, c'était est-ce qu'il n'y a pas un réel lien à faire avec l'enseignement supérieur, que ce soit dans l'encadrement, il y a toutes ces dispositions sanitaires, et également dans la pratique, parce que c'est un public qu'on touche moins aussi. Et voilà, on sollicite beaucoup le pratique jeune de mineurs. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai créneau, que ce soit pour l'encadrement avec toutes les prérogatives qui sont apprises, notamment en STAPS, et aussi dans la pratique, aller chercher aussi ce public-là. Voilà, c'était ma question. J'espère qu'elle n'était pas trop large. Non, elle est très claire. Et surtout que dans beaucoup de sports, on constate une baisse du nombre de licenciés à partir de 16-17 ans dans certains sports, donc qui correspond à la tranche d'âge que tu viens de décliner. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement mettre des actions. Alors, moi, je suis très attaché au sport fédéral, bien évidemment, et il appartient, je souhaite que les fédérations élargissent leur offre de pratique. Donc, offre de pratique nouvelle à destination, bien sûr, du loisir, mais
avoir aussi un lien très fort avec le milieu scolaire. Et tu l'as dit, le milieu scolaire, ce n'est pas l'élémentaire, c'est l'élémentaire bien sûr, mais aussi le niveau supérieur en lien avec les universités. Et il y a beaucoup de sports qui se pratiquent en université et je pense qu'on devrait renforcer ces liens entre les fédérations et l'université. Je voulais aborder un dernier point. Et ça, on a tous ces problématiques-là avec ces mesures de confinement. J'ai eu pas mal d'appels d'associations pour organiser les conseils d'administration, les assemblées générales. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les ordonnances du 25 et 27 mars permettent aux clubs, aux comités, aux ligues d'organiser des conseils d'administration au bureau directeur sous forme de visioconférence. Feuille de présence, procès verbal, même si ce n'est pas prévu dans vos statuts, c'est permis grâce aux ordonnances prises le 25 et 27 mars. Et il en est de même pour les assemblées générales. Alors, les assemblées générales de ligue ou de club. Un point important. Vous savez, à partir du moment où, si vos comptes ont été certifiés après le 12 mars, vous avez une prorogation de 3 mois pour faire valider vos comptes. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 30 septembre 2020 pour faire valider vos comptes. Deux choses. Soit vous avez la certitude, et aujourd'hui on n'est pas certain, de pouvoir organiser vos assemblées générales avant le 30 septembre. Et auquel cas, vous l'organisez de manière physique avec les votes comme vous avez l'habitude de le faire. Si vous n'avez pas cette certitude, il faut procéder à une assemblée générale électronique. Et là, il y a des moyens électroniques, Forms avec Microsoft 361, un tas d'outils électroniques qui permettent l'organisation de ces assemblées générales. Parce que si vous ne faites pas vos AG avant le 30 septembre, il y a obligation de faire valider les comptes dans les 6 mois. Donc ça, c'est important, c'est un message important. Alors peut-être qu'au mois de juin, ils vont peut-être élargir la possibilité de se réunir, j'en suis pas sûr du tout. Mais ça, c'est surtout pour vos ligues. Au niveau des ligues, pas la peine de faire voter un tas de projets. La priorité, si on n'est pas en mesure de faire l'Assemblée générale avant le 30 septembre, vote électronique sur la partie financière qui est obligatoire dans les 6 mois. Moi, j'ai mon cas, l'Assemblée générale de la Ligue, elle est reportée au mois d'octobre. On fera une AG électronique au mois de juin. Si vous le voulez, je peux vous communiquer des modalités qu'on a définies pour échanger avec les clubs ou avec vos adhérents. C'est valable aussi bien pour le club, le comité et la Ligue, entre l'envoi des documents et le vote. Parce qu'il ne faut pas envoyer les documents et faire voter les clubs. Il faut qu'il y ait une période déjà que les clubs ou les adhérents prennent en compte les éléments financiers, puissent poser des questions et qu'il y ait des échanges, des réponses, voire des visios entre le club, le comité, la ligue et les adhérents ou les clubs. Je pense qu'il y a une modalité sur un mois d'échange. Comme ça permet à chacun de poser ses questions, d'avoir connaissance, d'avoir les réponses. Je pense que c'est le meilleur moyen. Si vous êtes OK, moi, je veux bien que le CROSS diffuse un modèle type d'organisation d'AG électronique sur la partie financière. Et comme ça vous permet de vous adapter. Voilà. Merci beaucoup. 2-3 petites questions encore très rapides. Nicolas, si tu me le permets. Et pour Didier Séminé, concernant le national, justement, quelles sont les tendances que vous avez pu avoir au niveau des retours des fédérations, justement, sur ces impacts de la crise sanitaire Covid-19, tant sur les aspects financiers que de la gestion humaine et les difficultés rencontrées? Merci Pierre. Écoutez, ce qui se passe au niveau national, c'est exactement ce qui se passe au niveau local. C'est quelque chose qui, après les calculs d'impact, on attend quand même les résultats, si vous voulez, de l'étude qui a été commandée par le CNOSF sur les clubs aussi, parce que je pense que tout est lié. Au niveau des fédérations, les fortunes sont évidemment variées. Les problèmes aussi sont aussi différents, sont disparates. Il y a quand même quelque chose qui se dégage. C'est une vraie volonté, une vraie motivation d'aller de l'avant et de préparer au mieux cette rentrée. L'impact financier, de toute façon, on va le subir. C'est quand on annonce un pays avec une perte de 10% du PIB, il y a obligatoirement de l'impact. Donc, je pense qu'il faut surtout se reconstruire. Je vais peut-être un peu plus loin sur la question, mais je ne pouvais pas laisser passer sans silence ce qui a été dit tout à l'heure sur la volonté de se repenser, de se réorganiser, de prévoir les choses, de voir les choses différemment. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est une vraie opportunité aussi, encore une fois, pour redonner du sens au territoire et au club. C'est tout.
C'est la solution de nos problèmes, on les a dans nos clubs. C'est-à-dire comment on fait dans nos clubs pour accueillir au mieux nos licenciés, leur donner peut-être plus que ce qu'on leur donnait dans le passé, en tout cas de manière différente, qui leur permettra de venir s'épanouir dans un club pour devenir aussi les bénévoles de demain et les dirigeants de demain, ceux qui font vivre ce mouvement associatif. Moi, je crois encore, à l'instar de peut-être d'autres personnes qui opposent l'amateur et le professionnel, que la base, c'est nous, c'est vous, c'est le club. Voilà. C'est le message que, en tout cas, je voulais faire passer pendant mes interventions. C'est important. Merci. Le club. Merci Didier, on est sur la même ligne. Moi, je pense qu'on a fait un bel échange sur cette heure. Ce que je vous propose, c'est qu'au fur et à mesure des annonces gouvernementales, on peut remettre en place une autre visio courant juin, parce que peut-être que des nouvelles questions se poseront. J'ai eu les messages de Sandrine. On va mettre en ligne la semaine prochaine un modèle pour organiser vos AG électroniques sur la partie financière. Et peut-être vous communiquer aussi un outil informatique qui vous permettront d'organiser ces AG. Nous sommes au service des ligues, des comités et des clubs. Et si on peut vous aider dans cette période difficile sur l'organisation de vos AG, je pense que ça me paraît très, très important. Voilà. Moi, je tenais à vous remercier tous. Je pense qu'on a pu échanger de manière riche et chacun a pu apporter sa contribution. Et je crois vraiment, effectivement, on doit mettre à profit ces 2 mois pour accueillir le mieux possible nos licenciés et nos nouveaux adhérents. C'est vraiment préparer la rentrée de septembre. Ceux qui le peuvent, reprendre une activité sportive progressive, ça c'est important. Mais franchement, si on peut être bien préparé pour accueillir nos adhérents, nos nouveaux licenciés dans nos clubs et redémarrer une belle saison sportive en septembre 2020, eh ben, c'est la meilleure des choses qu'on peut souhaiter au sport en général. Et en espérant que tous ensemble, en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale, on éradique ce putain de virus qui nous empêche de vivre notre passion. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci à tous et puis bonne continuation. Si vous avez besoin de questions sur l'organisation des AG ou sur le chômage partiel ou quoi, n'hésitez pas à contacter le CROSS. Nous sommes à votre service, que vous soyez club, collectivité ou service d'État, peu importe, nous sommes au service de tous les acteurs du sport. Merci à vous. Salut. Bonsoir. Merci. Salut Pierre. Merci.